Bonjour, chers consoeurs, chers confrères. Je déclare cette première séance privée ouverte. C'est donc la seconde qui est filmée après la première qui a eu lieu en public, si j'ose dire, pour la présentation par Béatrice Bacouche d'Hercule. Aujourd'hui, nous avons une présentation par notre confrère Claude Lambolet sur Céré et Collioure, deux étapes de l'aventure artistique du XXe siècle. Mais avant de lui donner la parole, je vais quand même demander, comme la tradition nous y oblige en quelque sorte, à notre secrétaire perpétuel de nous dire s'il a quelque chose à nous déclarer ou nous informer de quelque sujet qu'il soit. Non, pas vraiment, Monsieur le Président. Je n'ai rien de particulier à évoquer sur le fonctionnement de l'Académie aujourd'hui, sinon de dire que moi aussi je suis très heureux d'accueillir notre confrère Claude Lambolet pour cette séance un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une séance en différé. Je lui cède volontiers tout de suite la parole. Cher Président, cher secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mes chers consoeurs, je suis heureux d'inaugurer finalement les séances privées de manière virtuelle. Alors je vais vous parler aujourd'hui de Collioure et Céré dans l'aventure artistique du XXe siècle. A priori, rien ne laissait supposer à la fin du XIXe siècle que Collioure et Céré entreraient dans l'aventure artistique du siècle suivant. Sauf que ces deux bourgs, par la beauté de leur paysage, la douceur de leur climat, l'éclat des couleurs, l'éblouissement du soleil, vont séduire les artistes qui découvriront au tournant du siècle la terre catalane. Cette découverte arrive à point nommé, une illusion qui était entretenue depuis toujours, à savoir que la peinture ou la sculpture était la représentation du réel, vient de voler en éclats avec la photographie. On prend conscience que même dans cette représentation optique et chimique, l'image qui est obtenue est certes une vision de la réalité, mais c'est aussi une vision à travers la sensibilité et la subjectivité du photographe. Cette image peut être aussi une œuvre d'art. Cette constatation va interpeller les artistes qui, dès lors, vont donner libre cours à l'exploration et à l'expérimentation en matière d'expression artistique. L'art moderne va naître. Déjà des artistes comme Gauguin, Cézanne ou Van Gogh avaient entrepris l'exploration de nouvelles pistes, recherchant de nouveaux modes de représentation de l'espace, de la lumière, un nouvel usage de la couleur et même de la peinture comme matière. Leur but n'était plus la représentation du beau ou la reproduction fidèle de la nature, mais l'art était devenu un moyen de communiquer, une façon de s'exprimer. La radicalisation de cette tendance sera le but d'artistes comme Chagall ou Vlaminck, Matisse et Picasso. Collioure connaîtra la notoriété grâce à Matisse. Collioure, au début du siècle, est un charmant petit bourg de pêcheurs dont les toits de tuiles roses s'étagent au bord d'une modeste anse, fermée d'un côté par son église au clocher rose, ancienne tour sarrasine, et de l'autre par son château aux murs recuits de soleil, citadelle de Vauban, mais surtout palais d'été des rois de Majorque. Entre les deux, une petite plage en demi-lune, la plage de Voramar, avec hissées sur le sable de jolies barques peintes de couleurs vives, rouges, vertes ou jaunes, et le long de la plage, à l'ombre des platanes, des femmes de pêcheurs ravaudant d'immenses filets de pêche. Car Collioure est renommé pour la pêche aux anchois qui sont mis en tonneaux dans de modestes ateliers de salaison. La plage s'ouvre sur l'immensité bleue de la Méditerranée, ponctuée des triangles blancs des voiles latines des barques de pêcheurs qui croisent à l'horizon. Spectacle d'une mer splendide, aux flots parfois assoupis, mais le plus souvent agités, tourmentés, que fait scintiller en longues traînées de lumière l'irradiante clarté du soleil. En arrière-plan, des collines couvertes de vignes qui cascadent vers la mer. Des bananiers, des palmiers, des figuiers, mais aussi des orangers, des citronniers, des agaves,
donne un petit air africain au village, dont les maisons sont badigeonnées de rose, de rouge pastèque ou de jaune safran. Sur le tout, un soleil éclatant qui met en valeur la moindre tache de couleur. Ombre et lumière, soleil et couleur, tout pour le plus grand bonheur d'un peintre. Déjà, en 1887, Paul Signac y était venu. Arrivé à la barre de son bateau, séduit par sa beauté, il était resté quelque temps à Collioure, louant des chambres au-dessus d'un épicier, avant de repartir pour Saint-Tropez. En 1904, Matisse se trouve dans ce petit port varois, mais ne s'y plaît pas. Il est déçu par la facture pointilliste de Signac dont il a subi jusque-là l'influence dont témoigne luxe, calme et volupté qu'il vient de peindre en 1904, mais qui ne lui convient guère. Écrivant en plein désarroi, à Saint-Tropez, j'ai fait la connaissance de Signac et de Cros, théoriciens du divisionnisme. Toutes les toiles de cette école produisent le même effet, un peu de rose, un peu de bleu, un peu de vert, une palette très limitée avec laquelle je ne me sentais pas à l'aise. Alors qu'il avait tenté une exploration vers Agde, Cannes, Nice, Monaco et Menton, à l'occasion d'un petit voyage de 3 jours à la recherche de paysages stimulant son inspiration, c'est lui, Signac, qui va lui recommander d'aller à Collioure et de prendre pension chez Rosette, avenue de la Gare. Henri Matisse avait été formé à l'École des Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Gustave Moreau. Ce dernier avait encouragé chacun de ses élèves à penser et à rêver son art au-delà de la virtuosité technique. Cela va pousser Matisse à développer sa peinture selon son individualité, à ne pas contraindre sa personnalité. Au début, son œuvre est bien sûr imprégnée de classicisme et d'impressionnisme. Il va exposer pour la première fois au Salon des 100 et au Salon de la Société nationale des beaux-arts en 1896. Mais il sera très vite influencé par Turner. C'est aussi un admirateur de Cézanne qui, dit-il, est notre maître à tous. Le 16 mai 1905, Henri Matisse arrive à Collioure par le petit tortillard qu'il a amené de Perpignan, où il séjournait dans la famille de son épouse, les Parère. Il sera suivi de son épouse et de ses enfants quelques jours plus tard. Mis à part Signac, 13 ans plus tôt, il est le premier artiste étranger à s'établir à Collioure. Ce voyage avait été préparé par son épouse qui, accompagnée de ses 3 enfants, était venue retrouver à Perpignan sa sœur, Berthe, venue prendre ses fonctions de directrice de l'école normale des institutrices de Perpignan. Il s'installe donc chez Rosette, à l'hôtel de la Gare, la seule auberge du village. C'était alors un bâtiment sans style, avec au rez-de-chaussée une grande salle meublée d'un comptoir, avec une cuisine au fond et un potager sur le côté, occupé par des cages à lapins. À l'étage, 3 chambres. On s'est étonné de la facilité avec laquelle Matisse s'est intégré dans ce petit bourg. En ce début de siècle, les étrangers n'étaient pas très bien accueillis par les autochtones, qui ne parlaient que catalan et qui, jusqu'à l'arrivée récente du chemin de fer, n'avaient eu que peu de contact avec l'extérieur. Signac ne lui avait-il pas raconté qu'arrivé à Port-Vendre, il avait été pris pour un espion et arrêté. La veuve Paré, dite la Muchada, plus connue sous le nom de Rosette, propriétaire de l'hôtel de la Gare, partageait cette méfiance vis-à-vis des étrangers. Matisse nous a laissé un portrait taillé dans un morceau de bois, visage entêté, osseux, posé sur un cou de tortue et enserré dans une coiffe catalane. Elle ne parlait que catalan et ses seuls clients étaient des voyageurs de commerce ou des employés du chemin de fer. Pourtant, Rosette sera vite séduite par l'air de respectabilité de M. Henri. Son sérieux évident, avec sa barbe et ses lunettes d'instituteur, sa mise soignée et ses relations faciles avec les autochtones comme Paul Soulier, viticulteur et photographe amateur passionné qui habitait avenue de la Gare.
Ce dernier sera un intermédiaire précieux pour notre peintre. Il lui louera dès juillet une maison familiale avec terrasse donnant sur la place du Vaurhamar, près de l'église, de nombreux tableaux qui seront réalisés pendant l'été. Matisse ne tarde pas en effet à se faire des amis parmi les artistes roussillonnais. Dès le 20 mai, il écrit à son ami Manguin qu'il a rencontré un artiste d'ici, un peintre des indépendants, entendez un peintre qui a exposé au Salon des indépendants, ami de Luce, il s'agit de Maximilien Luce, adepte du divisionnisme, peintre qui s'appelle Terrus et qui est très agréable de compagnie. Car le Roussillon, et ce n'est pas toujours connu, est riche d'artistes d'exception. Certains sont connus, d'autres moins, et ce fut le mérite d'une exposition qui a eu lieu à Perpignan en 1998, sous la direction de mon amie Marie-Claude Valaison, ancienne conservateur du musée Rigaud, exposition dont le titre était 1894-1908, le Roussillon à l'origine de l'art moderne, exposition qui nous a fait donc découvrir ces peintres, pour la plupart donc peu connus. Tous, vous, comme le dira Dina Vierny, ancien modèle de Mayol et fondatrice du musée Mayol de Paris, un culte à Gauguin. Ils se réunissaient au domicile de Georges Daniel de Montfred, soit à Paris, soit à Corneillat de Conflans, dans sa propriété de Saint-Clément. Ce dernier, peintre, sculpteur, céramiste et maître verrier, est un ami de Mayol et aussi de Gauguin, qu'il a connu à Paris et dont il deviendra le confident, le correspondant quand celui-ci partira pour Tahiti et l'exécuteur testamentaire à sa mort en 1903. Il le fera connaître et apprécier de ce petit groupe d'artistes roussillonnais. C'est, vous le savez, le père d'Henri de Montfred. Il avait connu Matisse en 1896. C'est lui qui va jouer un rôle essentiel dans l'installation de Matisse à Collioure et dans son intégration dans le petit cercle des artistes roussillonnais. C'est ainsi que Matisse rencontre donc Étienne Terrus, qui comme lui venait d'exposer plusieurs toiles au dernier salon des indépendants, mars-avril 1905, dont le Racou, sa plage préférée à Argelès-sur-Mer. Tableau dans lequel, fauve avant les fauves, il n'hésite pas à juxtaposer le rouge violent du toit d'une cabane avec le bleu profond de la mer, au mépris du principe de la complémentarité des couleurs chères à Signac. Artiste formé à l'École des Beaux-Arts de Paris, il habite Elne, où il réalisera la majorité de son œuvre. Par l'entremise de ce dernier, Matisse fait la connaissance d'Aristide Mayol dans son mas de Bagnoul-sur-Mer, où j'ai été reçu il y a quelques années par son pittoresque arrière-petit-neveu. Lorsque Matisse arrive chez Mayol, ce dernier était en train d'exécuter la femme accroupie, dont le bronze est placé dans le charmant patio de l'hôtel de ville de Perpignan et dont une copie marque sa tombe. Chez le sculpteur de Bagnoul arrive aussi Louis Bozil, le peintre des Pêchers en fleurs, et Georges Daniel de Montfred, que Matisse a rencontré quelques semaines auparavant à Matisse. Citons enfin, parmi tout ce petit monde, Louis Codet, poète et écrivain, peintre à ses heures et la plume du groupe. Et surtout Gustave Fayet, viticulteur richissime, propriétaire de Fontfroide et collectionneur, qui possédera jusqu'à 100 Gauguin, lui aussi peintre de talent. C'est dire si Matisse arrive dans un contexte local propice à l'éclosion de l'art moderne. Enthousiasmé par ce séjour entre mer et montagne, Matisse écrit le 25 juin 1905 à son ami André Derain « Je ne saurais trop insister pour vous persuader qu'un séjour ici vous est absolument nécessaire pour votre travail. Vous y seriez dans les conditions les plus avantageuses et vous tirerez des bénéfices pécuniaires sur le travail que vous ferez. Je suis certain que si vous m'écoutez, vous vous en trouverez bien. C'est pourquoi je vous le répète encore, venez. » Matisse avait connu Derain en 1900
quand tous deux s'exerçaient à copier des œuvres de maîtres au musée du Louvre. Début juillet, Derain, qui, selon son propre aveu, se trouvait dans une phase dépressive, arrive à Collioure. Naturellement, il court s'installer chez Rosette, sur les conseils de Matisse. Mais quand celle-ci vit arriver cette espèce de géant, maigre, tout habillé de blanc, avec une longue et fine moustache, des yeux de chat et une casquette rouge sur la tête, encombré de quantité de bagages et d'un parasol plus grand qu'un parapluie de douanier, elle refusa catégoriquement d'avoir quoi que ce soit à voir avec cet esbrouffeur habillé comme pour le carnaval, ordonnant en catalan à son unique employé, Matteo Muchart, de le jeter dehors. Heureusement, ce dernier parlait français. Il prit la défense de cet étranger, au demeurant sympathique, soulignant sa courtoisie, disant qu'il lui avait parlé gentiment et surtout, il avait même vouvoyé. Finalement, elle fera une exception pour le nouveau venu. Elle lui loue une chambre à l'étage, donnant sur la cour qu'ombrageait un figuier, un acacia et une treille. Il est entendu que le repas se prendra dans la grande pièce du rez-de-chaussée qui sert de salle à manger. Matteo Muchart, donc l'employé de Rosette, avait alors 15 ans. C'était un garçon particulièrement intelligent. C'était lui aussi qui avait encouragé Rosette à accueillir Matisse. En somme, c'est peut-être grâce à lui qu'est né le fauvisme. Matisse, quand arrive Derain, a un atelier sur le port d'Aval. C'est une chambre avec terrasse sur le quai qu'on appelait alors le Faubourg, avec vue sur la mer au-dessus du Café Holo où se réunissaient les pêcheurs. Ce studio a été détruit pendant la Deuxième Guerre et se trouvait dans l'actuelle rue de la Démocratie. Jusqu'en septembre, Matisse et Derain peignent des vues de Collioure, des barques, des fenêtres ouvertes sur le port d'Aval. Derain écrit à Vlaminck « Ici, les lumières sont très fortes, les ombres très claires. L'ombre est tout un monde de clarté et de luminosité qui s'oppose à la lumière du soleil, ce qu'on appelle des reflets. » Matisse croque des scènes pittoresques, reconstruit le paysage, le laisse pénétrer dans sa chambre et l'encadre dans l'ouverture de la fenêtre, effaçant toute perspective. Ainsi, dans la fenêtre ouverte, le port de Collioure cesse d'être un port pour devenir un tableau. Derain réalisera une trentaine d'huiles à Collioure, soit 2 fois plus que Matisse. Les deux artistes travaillent avec frénésie, passant par des périodes de doute et d'exaltation, mettant en couleur le profil du village, le clocher, le château, les filets qui sèchent sur la plage, les barques qui partent, les femmes qui ravaudent. Ivres de couleurs, gorgés de soleil, éblouis de lumière, les deux amis en arrivent à perdre tout repère. C'est Matisse qui peint la plage de Collioure en rouge et tente de s'en expliquer. Vous vous étonnez sans doute de voir une plage de cette couleur. En réalité, elle était de sable jaune. Je me rendis compte que je l'avais peinte avec du rouge. Le lendemain, j'essayais avec du jaune. Ça n'allait pas du tout. C'est pourquoi j'ai remis du rouge. C'est Derain qui, les sens abusés, panique un instant et craint l'égarement, voire la folie. Cette couleur m'a foutu dedans, déclare-t-il. Après, je me suis laissé aller à la couleur pour la couleur. J'ai perdu mes anciennes qualités. Malgré la perplexité ambiante, Matisse entrevoit l'aboutissement de leurs recherches. Je ne cherche plus qu'à faire chanter les couleurs sans tenir compte de toutes les règles et les interdictions, avoue-t-il même. Je compose dès lors avec mon dessin de façon à entrer directement dans l'arabesque et la couleur. Mais Derain s'ennuie un peu à Collioure. Les belles catalanes lui paraissent bien trop sages. N'écrit-il pas en août à Vlaminck « Dans le fond, je m'emmerde. Il n'y a pas de rigolade ici. Et j'y reste, parce que cela m'oblige à turbiner sérieusement et de tout mon cœur. » Ajoutant cependant plus loin « S'il n'y avait pas eu ce sacré salon d'automne, je ne serais pas revenu du tout. » Fin août,
Derain quitte Collioure pour Marseille par un bateau venant d'Alger. Matisse rentre à Paris début septembre via Avignon. En octobre-novembre a lieu le 3e salon d'automne au Grand Palais à Paris. Dans la salle 7, Matisse expose 10 œuvres, dont Les Toits de Collioure, et Derain expose 9 œuvres parmi celles de Manguin, Marquet, Vlaminck, Bonnard, Valta. Dans une atmosphère de scandale savamment orchestrée, Émile Loubet, le président de la République, refuse d'inaugurer le salon. Le célèbre critique Louis Vauxhall, qui, dans Gil Blas, rend compte de sa visite au salon d'automne de 1905, écrit le 17 octobre, abordant sans tarder M. Matisse. Il a du courage, car son envoi, il le sait du reste, aura le sort d'une vierge chrétienne livrée aux fauves du cirque. M. Matisse est l'un des plus robustement doués des peintres d'aujourd'hui. Il aurait pu obtenir de faciles bravos. Il préfère s'enfoncer, errer dans des recherches passionnées, demander au pointillisme plus de vibration, de luminosité. Mais le souci de la forme souffre. M. Derain effarouchera. Il est farouche aux indépendants. Je le crois plus affichiste que peintre. Le parti pris de son imagerie virulente, la juxtaposition facile des complémentaires sembleront à certains d'un art volontiers puéril, reconnaissant cependant que ces bateaux décoreraient heureusement le mur d'une chambre d'enfant. C'est à cette occasion qu'il écrira cette phrase et ce mot qui deviendront célèbres. Au centre de la salle, un torse d'enfant et un petit buste en marbre d'Albert Marc qui modèle avec une science délicate. La candeur de ces bustes surprend au milieu de l'orgie des tons purs. Donatello chez les fauves. Le mot fera florès. Désormais, nos peintres sont des fauves. Le groupe, ainsi désigné, est constitué de peintres certes différents, mais qui ont tous en commun leur désir de se libérer des carcans esthétiques de l'époque par l'usage de la couleur pure, le rejet de la perspective, le refus de toute représentation naturaliste, la soumission du sujet à l'expression colorée. Collioure peut être fier d'avoir été le catalyseur qui a contribué à faire naître le fauvisme. Alors qu'en 1906, Derain passe l'hiver à Londres, où il découvre Turner, puis l'été à l'Estaque et à Cassis, Matisse, après avoir exposé au Salon des Indépendants, revient à Collioure en novembre 1906. Il y restera jusqu'en septembre 1907, faisant ensuite de courts séjours en octobre 1908, en mars 1910 et en septembre 1914, contribuant à ancrer ce petit bourg dans l'univers du fauvisme. Au total, Matisse eut 3 demeures à Collioure, l'auberge de Dame Rosette, la maison avec terrasse donnant sur la plage de Vauramaire, enfin la demeure louée à Marie Astier, 6 avenue de la Gare, ainsi que 3 ateliers, un premier au début dans le quartier du Faubourg, puis la terrasse dans l'été 1905 et la mansarde transformée en atelier de 1906 à 1914 que viendra déménager Amélie, son épouse, en février 1916. Sa dernière œuvre, peinte à Collioure, sera Porte-fenêtre à Collioure, dont la couleur noire, quasi monochrome, qui envahit la toile, contraste exceptionnellement avec la couleur et la lumière des œuvres antérieures, comme un signe d'adieu ou un voile de deuil au seuil de la Grande Guerre qui vient d'être déclarée. À la suite de Matisse et de Derain, et cela jusqu'en 1914, de nombreux peintres vont y séjourner. Albert Marquet, mais aussi Louis Valta, Henri Manguin, Maurice Vlaminck, Charles Camoin, Georges d'Espagna,
Juan Gris. Désormais, le nom de Collioure est intimement lié à l'histoire de l'art du XXe siècle. La guerre de 1914 mettra fin à ces séjours qui reprendront dès 1917. Mais il s'agit alors d'autres artistes en provenance de l'Europe entière, Henri Martin, Henri Marre, Verger-Sarrat, Jean Pesquet, Louis Valta, Yves Braillère, Pincus Crémeigne, Fujita, Loutreuil, Augustin Nicotte. Léopold Survage fréquentera Collioure entre 1925 et 1932. Albert Marquet, lui, reviendra en 1940. La Deuxième Guerre mondiale provoque en effet l'exode de plusieurs artistes qui viennent se réfugier dans le sud de la France, et notamment à Collioure. Ce fut le cas d'Édouard Pignon, de Raoul Dufy, puis après la guerre de Mouchat, Desnoyers, Vives, Giner, Descossi, Perrault. Nous retrouverons certains d'entre eux à Céret. Si Matisse est à l'origine de l'attrait qu'a exercé Collioure sur les peintres du XXe siècle, c'est Picasso qui donnera sa notoriété à Céret. Au début du XXe siècle, Céret, capitale du Val-Espire, est une petite ville à l'urbanisation très dense, faite de rues étroites comme la rue du Commerce, structurée par des maisons hautes, bien intégrées dans le paysage. Ce petit bourg de 4000 habitants, où la cerise régnait au printemps, où l'on fabriquait des espadrilles et des bouchons de liège, où la vie était douce, à l'ombre des platanes et au son des sardanes, sous un ciel toujours bleu, vivait au rythme des fêtes traditionnelles qui attiraient des milliers de visiteurs comme la Saint-Ferréol, la Saint-Pierre, la Foire et les corridas animées par d'exceptionnelles cobles héritières d'une belle tradition musicale. Profondément catalane, cette petite ville a accouché de plusieurs savants tels Joseph Anglada, inventeur du thermalisme, et de musiciens comme la dynastie des Coy et des Cortiques, ou également de poètes. C'est en 1910 qu'arrivent par le train 3 personnages qui vont faire entrer cette petite ville dans l'aventure artistique de siècle et la transformer en une cité avant-gardiste. Manuel Martinez Huguet, dit Manolo, le sculpteur, Déodat de Séverac, le musicien, et Frank Burti-Aviland, américain issu d'une famille de céramistes. Le musicien languedocien Déodat de Séverac et Manolo, dans les brumes parisiennes, rêvent de soleil méridional. Frank Burti-Aviland est tenté par les arguments de Déodat de Séverac pour venir s'installer près de la mer et de l'Espagne. Manolo et sa compagne se décident donc de partir en éclaireur pour Amélie-les-Bains, station thermale bien connue. Mais effrayés par la foule des tuberculeux, toussant et crachant, qui encombrent les rues de la station thermale, ils reprennent vite le train et descendent à la station la plus proche, Céret. Frank Burti-Aviland est déjà sur place, ayant loué une maison à Puigcerdà en 1909. Il y est rejoint par Déodat de Séverac qui, bouleversé par la mort d'Albéniz, décide de se rapprocher de son Lauragais natal. À l'appel de Manolo, tous se retrouvent à Céret. Ils logeront à l'hôtel du Canigou, dont les prix sont raisonnables. Le sculpteur catalan Manolo résidera dans la ville près de 15 ans, jusqu'à son départ définitif à Caldes de Montbui en 1927 pour y soigner sa polyarthrite et où il mourra. Il laissera à Céret le monument à Déodat de Séverac et le monument aux morts d'Arles-sur-Pic. Le compositeur Déodat de Séverac, auteur de Cerdanya, y demeurera jusqu'à sa mort en 1921, puisant son inspiration dans les racines populaires de la Catalogne. Il découvre les instruments catalans de la cobla et les intègre dans l'orchestre symphonique.
provoquant tout particulièrement une surprise en les incorporant au dernier acte de son opéra Héliogabale, créé à Béziers le 21 août 1910. Quant au peintre Franck Burtia-Wieland, il se mariera avec Joséphine Laporta et s'installera dans la ville pour de longs séjours jusqu'à sa mort en 1971. Il achètera en 1913 à la famille Delcros le magnifique couvent des Capucins, la chapelle et le domaine. Acérés par leur travail et par les liens qu'ils tissent avec les artistes et les amateurs éclairés locaux, les trois amis créent un véritable foyer artistique. Participent à cette aventure Victor Craste, Pierre Cameau, Étienne Terrus et Aristide Maillol, dont nous avons évoqué la mémoire avec Collioure, ainsi que Michel Haribaud, amateur d'art et négociant en vin, qui léguera sa collection à la ville en vue de la création d'un musée à Céré. Pourtant, à la différence de Collioure, qui est ancré dans l'art pictural, Céré était surtout tourné vers la musique, ses coblas étant très renommés. Et c'est là, au cours de l'été 1911, que survient l'événement fondateur. Pablo Picasso, accompagné de Fernande, sa compagne, retrouve ses amis Manolo, Haviland et Déodat de Séverac. Picasso rêvait lui aussi de retrouver l'ambiance de la Catalogne, mais il n'était pas question pour lui de venir à Collioure, lieu identifié à Matisse, qu'il considérait comme son rival. Tous deux s'étaient connus chez Léo et Gertrude Stein, mais tous les opposaient. Autant Matisse était Dizer, autant Picasso était Maussade. Surtout, l'Espagnol était convaincu que le véritable inventeur du fauvisme était Derain, qu'il appréciait, et non Matisse, ce poseur. Comme le dira Gertrude Stein, Matisse et Picasso devinrent amis, mais ils étaient ennemis. Ils resteront ses frères ennemis et leur rivalité va se manifester, va se révéler en 1907 par deux chefs-d'œuvre, Le Nu bleu, souvenir de Biskra de Matisse et Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Qualifié de mecque du cubisme par le poète André Salmon, Céré va alors devenir un lieu de collaboration plastique et picturale étroite. Picasso, désormais à l'abri des soucis financiers, grâce à Kainweller, le marchand de tableaux, loue le premier étage de la maison Delcros, grande maison bourgeoise donnant sur un vaste parc. Il y invite d'autres amis, parmi eux Georges Braque. Braque arrive à Céré à la mi-août, logeant à l'hôtel du Canigou, mais travaillant dans la maison Delcros. Tous deux y vont faire des recherches sur un nouveau langage pictural qui sera appelé le cubisme. Leur objectif est de représenter les objets comme ils sont réellement, avec leurs différents points de vue, leur volume, leur matière. Ils s'affranchissent des lois de la perspective. Le motif qui est représenté n'est plus la motivation principale du tableau. C'est le jeu de la composition qui prime et qui permet de déchiffrer le sujet représenté. Des volumes, pourtant opposés, se raccordent sur la surface de la toile, créant un nouveau rythme plastique. L'objet à représenter est déconstruit et toutes ses facettes sont éclatées en fragments sans aucun égard pour la perspective. C'est notre regard qui apprend à distinguer les informations et qui reconstitue les objets, les personnages, leurs relations, qui créent une ambiance. Tous deux réalisent des œuvres majeures du cubisme qu'on a appelé analytique. Picasso évoluera ensuite, lors de ses séjours à Céré en 1912 et 1913, vers le cubisme synthétique, avec le retour de la couleur et l'utilisation révolutionnaire des papiers collés qui réintroduisent une part de réalité. Juan Gris, Auguste Herbin et Max Jacob retrouvent Picasso en 1913. Ils l'ont connu à Paris. Juan Gris peint notamment deux magnifiques paysages des collines Coy de Bruxelles. Auguste Herbin réalise une impressionnante série de paysages cubistes de Céré,
et en particulier une belle série des ponts. Max Jacob, qui réside avec Picasso à la maison Delcros, écrit des poèmes et réalise une série de dessins. Il anime les soirées du Grand Café qui réunissent nos artistes pour des échanges d'idées et des confrontations d'expériences. D'autres artistes suivront les traces des peintres du bateau lavoir, Kissling, Francis Picabia, Jean Marchand, Georges Deniker, Marc Lafargue, Henri Casanova, Joaquin Sunière, Ramon Pichot. La Première Guerre mondiale suspend provisoirement cette nouvelle dynamique culturelle, mais elle laisse à Céré une empreinte durable, comme en témoigne le monument aux morts commandé en 1919 au sculpteur Aristide Maillol pour la place de la Liberté. Après la guerre de 14, la seconde vague des séjours d'artistes à Céré est initiée par Pierre Brune, qui quitte son atelier de la cité Falguière à Paris pour s'installer dans la ville. Sur les ruines de l'ancien château, il fait bâtir le Castellias, un atelier-résidence où il reçoit ses amis de Montparnasse et de la Ruche, fréquentés par les artistes d'Europe centrale. Et c'est ainsi que Céré voit arriver Crémeigne et Soutine, ancien élève de l'école des beaux-arts de Vilnius en Lituanie, pensionnaire de la Ruche à Paris depuis 1913. Arrivé en 1918, Crémeigne partagera sa vie entre Paris et Céré, où il fait également bâtir en 1960 son atelier-résidence situé à côté des Capucins. Il y peindra nombreux paysages de la ville jusqu'à sa mort en 1981. Soutine rejoint Crémeigne à Céré en 1919 et y réside jusqu'en 1922 pour y développer une production expressionniste abondante de paysages, de portraits et de nature morte. Sa vie y est misérable, logeant dans une sorte d'étable à cochons. Il se lève à 4 heures du matin, fait 20 km à pied, chargé de ses toiles et couleurs pour trouver un site qui lui plaise et rentre se coucher en oubliant de manger. Puis il décloue sa toile et l'ayant étendue sur celle de la veille, il s'endort à côté. Dépenaillé et crasseux, il est mal accepté des habitants qu'il appelle le peintre brut. Torturé par un ulcère gastrique qui lui sera fatal et qu'il traite par le lait et le bismuth, ses toiles, témoins de ses douleurs, sont, je le cite, les sœurs suppliciées des paysages, de la couleur comme de la lave, vert, orange, rouge, appliquée d'un geste plein de panique et de rage, des maisons qui vacillent dans le paysage effaré. Les fenêtres sont des yeux de fantômes, des arbres recourbés comme des poulpes avec leurs tentacules, des rues qui se cabrent, des talus effondrés, des chemins fouettés par le vent, bossus, crevassés. Pourtant, 52 des œuvres réalisées sur place entreront dans la fondation du célèbre Dr Barnes à Philadelphie. Son séjour Cérétan le fait basculer subitement de la pauvreté extrême à une aisance matérielle certaine. André Masson arrive la même année, accompagné de Maurice Loutreuil, son camarade de l'atelier de fresques de Paul Baudouin. Il se marie l'année suivante avec une Cérétane, Odette Cavaillé. Il peint une série de paysages post-césaniens avant de faire évoluer sa peinture au contact de Soutine. Marc Chagall, arrivé à Paris en 1910, s'installe au Mas Lioré en 1928-29 sur les traces de ses amis de la Ruche. Il y travaille solitairement et conçoit vraisemblablement la série des 28 gravures des Fables de La Fontaine. D'autres artistes découvrent ou retrouvent Céré. Auguste Herbin, entre 1918 et 1923, Max Jacob, en 1918, Juan Gris, entre 21 et 22, André Lotte et Berton Mann, en 1928, Jean Ouzouf et Tristan Tzara l'année suivante, René Carviani, en 1934, Juan Maragall, qui effectue de nombreux séjours dans la ville entre 1921 et 1937, et Jean de Buffet, en 1939.
Céret devient ainsi un lieu d'asile des peintres. C'est ce qui est évident en 1940, quand Céret devient le refuge des peintres et des intellectuels parisiens, comme Jean Cassou, Jean Cocteau, Marc Saint-Saëns, Albert Marquet ou Raoul Dufy, qui, d'abord réfugié à Nice, s'installe dès 1940 à Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Il espère y trouver santé et sécurité. Je vous en ai abondamment parlé à l'occasion d'autres conférences, je n'y reviendrai pas. Après la Seconde Guerre mondiale, le séjour d'André Marchand marque la fin des villégiatures groupées d'artistes. Toutefois, d'autres créateurs viendront individuellement s'y installer, comme André Ullery, à partir de 1905, qui séjournera à Céret jusqu'à sa mort en 1980, au Juan Pons, qui passera à Céret les hivers de 1976 à 1980. Dans l'effervescence artistique de la première moitié du XXe siècle, Collioure et Céret ont donc été le creuset où, par une alchimie mystérieuse, sont nées deux étapes importantes de l'art moderne, le fauvisme et le cubisme. Ils ont aussi été deux aimants qui ont attiré quantité de peintres et d'artistes. Qu'en est-il aujourd'hui, un siècle plus tard? Bien sûr, ces deux bourgs ont perdu avec le temps beaucoup du pittoresque qui plaisait tant aux peintres. Les jolies barques colorées hissées sur la plage et les pêcheurs allant leurs filets ont fait place à des parasols multicolores et la multitude des estivants se vautrant sur le sable. Les quelques barques encore présentes ne sont là que pour faire joli. Les petites industries qui faisaient vivre les pêcheurs ont été supplantées par l'industrie du tourisme, avec ses avantages financiers, mais aussi sa pollution. Mais la notoriété de ces deux bourgs fait qu'ils sont l'été envahis de touristes et qui, circuler, devient une gageure. Néanmoins, il reste toujours le soleil, la lumière, la couleur, aussi les peintres, des peintres de qualités diverses, surtout à Collioure, ils sont toujours aussi nombreux et des galeries d'art se trouvent à tous les coins de rue. À ce propos, je voudrais rappeler la mémoire de notre ami Gérard Calvet, qui avait lui aussi été sensible au charme de Collioure et qui a laissé quelques témoins de cet attrait. Le souvenir de ces grands artistes est toujours présent cependant, et cela grâce aux deux musées dont des artistes et des amateurs éclairés ont inspiré la création. Collioure doit au peintre Jean Pesquet, d'origine russe, qui fréquenta Collioure depuis le tout début du XXe siècle, la constitution initiale du fonds du musée en 1934. Installée d'abord dans la mairie, la collection comptait alors 190 œuvres, toiles, dessins et lithographies offertes par ses amis artistes, dont notamment des œuvres de Valta, d'Espargna et Breyer. L'association des Amis du Musée voit alors le jour dans les années 1980 et incite la municipalité à ouvrir le musée dans la villa de l'ancien sénateur Carston Palm, permettant dans le même temps d'en sauver la magnifique colline, aujourd'hui reconvertie en parc public. Grâce aux donations d'artistes, legs, dépôts et acquisitions, le musée compte aujourd'hui près de 1400 œuvres. À Céret, c'est Franck Burti-Aviland et Pierre Brune qui se lancent en 1948 dans l'aventure de la création d'un musée d'art moderne à Céret. Les deux peintres s'attachent à collecter des œuvres chez les artistes ayant séjourné à Céret. Matisse et Picasso, notamment, sont les deux locomotives du projet. Picasso faisant au final le don considérable de 53 œuvres au musée, Matisse, quant à lui, offre 14 dessins préparatoires des peintures fauves réalisées à Collioure en 1905. Cet ensemble va enrichir le don conséquent de Madame Haribo, qui avait légué à la ville en janvier 1934 à la collection de son mari
qui comprenait des œuvres de Juan Gris, Auguste Herbin, André Masson, Quisling, Manolo. Le musée est finalement inauguré en 1950. Il siège dans un ancien couvent des Carmes. Durant l'été 1953, Picasso rend visite à Pierrebrune et à cette occasion, il offre au musée la fantastique série des coupelles tauromachiques. Picasso reviendra en visite assister aux corridas de la Saint-Féréol durant 3 ans. Pierrebrune, le conservateur du musée, décède en 1956 et c'est tout naturellement Franck Burti-Avilan qui lui succède au poste de conservateur et il exercera cette fonction jusqu'en 1961. Pour la petite histoire, j'ajouterai qu'en 1965, Céré reçoit la visite de Salvador Dali, venu en voisin. Cela contribue à donner des lettres de noblesse à ce petit bourg. Naturellement, les Cérétans sont très honorés et reçoivent le maître de manière grandiose. Arrivé en calèche et en fanfare, suivi du conseil municipal et des pompiers, accompagnés d'une banda et d'une cobla, il traverse dignement la ville. Sur le parcours, la foule est immense. Après un discours, place Picasso, sous un rhinocéros de carton-pâte, c'est là qu'il annonce son mariage avec Gala et sa résurrection. Puis tout le monde se dirige vers le souterrain du syndicat d'initiative où se déroule la fameuse cérémonie de la résurrection de Dali, dans un décor de coccinelles et de papillons géants, entourant un squelette de 2 mètres de haut, dont le bras articulé offre une rose au maître et dont le thorax s'ouvre pour laisser passer une petite fille munie d'un bouquet de fleurs. En fin de journée, après ce happening délirant, le maître et sa suite regagneront Perpignan en wagon de marchandises. En 1966, sous l'impulsion du nouveau conservateur Claude Massé, qui restera en place jusqu'en 1969, le musée s'ouvre à l'art contemporain. Lui succède Georges Badin, qui organise en 1977 une exposition Miro. En 1986, c'est à une nouvelle conservatrice, Joséphine Matamoros, qu'est confiée la mission de moderniser la structure. Le nouveau bâtiment est inauguré en décembre 1993 par le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Depuis les années 90, des grandes expositions historiques se succèdent, Herbin, Chacal, Picasso, Soutine, Dufy, contribuant à faire connaître l'histoire remarquable qui s'est déroulée à Céré au XXe siècle. La Catalogne a été de toujours une terre d'art, dont témoigne, entre autres, la profusion des chapelles visigothiques et des églises romanes éparpillées dans tous les coins de son territoire, sentinelles avancées face à l'islam conquérant. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait servi de révélateur à la naissance sur son sol de 2 manifestations essentielles de l'art au XXe siècle, en rupture avec les canons esthétiques qui s'imposaient depuis l'Antiquité grecque et la Renaissance, le fauvisme et le cubisme. Certes, cette naissance avait été précédée de précurseurs comme Van Gogh, Cézanne ou surtout Gauguin, mais l'existence dans la région de Collioure ou de Céré d'un foyer d'artistes ouvert à la modernité et fou de Gauguin a été un terreau essentiel. Par ailleurs, les univers contrastés de Collioure, lumineux et colorés, et de Céré, austère et assombri par les noirs versants des montagnes proches, ne sont pas pour rien, tant l'expression artistique, qui est toute de sensation chez Matisse, qui peint ce qu'il éprouve et non ce qu'il voit, alors qu'elle me paraît plus cérébrale chez Picasso et Braque, qui déconstruisent ce qu'ils voient. Bien que n'étant pas un historien de l'art, mais seulement un modeste amateur d'art, il m'a semblé intéressant de souligner
le rôle important qu'a joué dans l'aventure artistique du XXe siècle ce petit coin de notre belle région occitane. Je vous remercie. Mon cher Claude, nous te remercions vivement pour cette communication importante sur la peinture. Ce qui m'a impressionné, évidemment, c'est les deux centres de gravité que tu as évoqués sur le fauvisme et le cubisme, mais c'est le nombre de peintres qui sont passés par ces lieux. C'est stupéfiant. Donc, nous te remercions vivement et nous attendons pour les prochaines séances.